Marc Allot, bonjour. Je suis très Bonjour heureux Mathieu. de pouvoir discuter avec vous. Alors, on se connaît évidemment dans le privé puisque vous êtes mon éditeur, mais je suis très heureux de discuter avec vous aujourd'hui pour parler, entre autres, de ce nouveau livre, Mongolie entre l'ours et le dragon, qui est paru aux éditions Delicata. Et puis aussi, j'avais envie de discuter avec vous pour parler de voyage évidemment, un petit peu de littérature aussi, mais je serais très curieux d'avoir votre sentiment sur la période un peu compliquée qu'on a vécue, notamment en termes de liberté, de mouvement notamment, parce que je sais que vous avez une grande affection pour ce mouvement-là. Mais je vous propose de commencer l'interview en commençant d'abord par la première question que je pose à chacun de nos invités, c'est sur quoi et pourquoi est-ce que vous êtes en train d'agir en ce moment? Tout d'abord, j'agissais avant le début de l'entretien sur mon corps puisque je me réveillais de ma sieste. Voilà, je fais partie des chanceux pour qui le soleil se lève deux fois par jour, une fois le matin et une fois après la sieste. Donc là, j'essayais à force, avec force café, de me réveiller. De manière plus cérébrale, j'étais en train de lire un ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage d'anthropologie qui se penche sur la vie quotidienne et la manière de penser qu'ont eu les Mongols lorsque, dans les années 90, le bloc soviétique s'est effondré et qu'il leur a fallu adopter une autre manière de penser, une autre manière de survivre. Et j'apprécie beaucoup l'approche qu'ont les deux anthropologues qui ont produit ce livre, Urban Hunters, les chasseurs urbains, comme s'il fallait finalement, à travers cette ville post-socialiste, chasser le gibier qui permet de vivre chaque jour, sans savoir si le lendemain on aura de quoi nourrir sa famille. J'aime beaucoup l'approche de ces deux anthropologues qui se penchent sur les petites gens, les gens qu'on oublie souvent, les gens qui constituent la majorité de la population, de la Mongolie, mais ça pourrait être de la France, etc., et qui tentent de construire, d'écrire plutôt l'histoire de ces oubliés, de ces gens souvent sans parole, mais pas sans voix. Voilà, ça c'est sur un plan intellectuel. Et puis, réveillé de ma sieste, j'essayais aussi d'agir dans mon entourage, c'est-à-dire par tout simplement les petites tâches quotidiennes. Je crois que si on veut changer le monde, il faut d'abord commencer par faire son lit le matin. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance aux gestes, aux tâches quotidiennes qui font autre chose de nous qu'un simple cerveau en ébullition et qui donnent un sens aussi au corps, à ce que nous sommes avant tout. Et puis ensuite, puisqu'il faut agir dans son entourage, j'essaie quelques fois par an d'aider de jeunes anthropologues, des mongolisants, des gens qui étudient la société, la civilisation mongole, que moi-même j'étudie depuis quelques années. J'essaie de les aider bénévolement parce que j'ai accumulé un peu plus de jeunesse qu'eux et donc avec cette expérience, j'essaie de les aider. Voilà, encore une fois, tendre la main à celui qui est juste à côté de soi avant de vouloir sauver l'autre côté de la planète. Vous êtes donc aussi éditeur, vous êtes auteur, vous avez écrit 7 ou 8 ouvrages, si je me trompe pas, essentiellement sur la Mongolie, mais aussi vous avez écrit une très belle biographie sur l'écrivain Joseph Kessel, dont on aura l'occasion évidemment de parler. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui ne connaîtrait pas du tout la Mongolie autre que pour ses chevaux, ses steppes et ce pays du ciel bleu? Qu'est-ce qui vous semble important à connaître? Ça permet, c'est aussi tout le but de ce petit livre Mongolie, là, entre l'ours et le dragon. C'est un petit précis justement sur la Mongolie pour quiconque voudrait en tout cas en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui vous paraît indispensable de connaître sur ce pays? Je lui dirais que c'est un très vaste pays qui fait trois fois la France. Je lui dirais que c'est
un pays sous-peuplé de seulement 3 millions d'habitants, mais à la capitale surpeuplée, une capitale qui reflète les changements rapides que connaissent nos sociétés, mais avec une accélération là-bas due au changement brutal qu'a été l'effondrement du bloc soviétique et le basculement de la société mongole comme de la société russe et des sociétés centra-asiatiques dans un autre système, dans la démocratie, mais aussi dans le libéralisme, et puis dans un capitalisme parfois effréné et aux conséquences assez douloureuses pour le peuple. Je lui dirais aussi que toute l'histoire de ce pays s'est construite entre l'ours russe et le dragon chinois, ce qui, pour une petite population, est évidemment un élément, un facteur indispensable, un facteur très important dans la construction de l'identité, dans la survie de l'indépendance de la pensée aussi, de la liberté de penser. Je lui dirais que toute la culture de ce peuple est fondée sur la manière qu'il a de vivre et de traverser l'espace, qui est le pastoralisme nomade, une manière d'élever des animaux, de vivre par eux et pour eux à travers ces immensités que sont la steppe. Un mode de vie plus que simplement un mode de gestion des animaux, un mode de vie plus que simplement un mode de gestion de l'espace et des ressources naturelles. Je lui dirais aussi que en dépit de cet héritage culturel qui semble ancien, qui semble presque suranné, la population mongole est ouverte au changement, à la vie contemporaine. Je lui dirais que la production culturelle, musicale, littéraire, artistique de ce pays est foisonnante et absolument passionnante à découvrir. Je lui dirais également que si les Mongols nous semble proche en apparence, la culture fait d'eux des gens qu'il faut aborder en prenant le temps, et notamment avant le voyage, en prenant le temps de se cultiver, d'aiguiser son regard, de faire autre chose de soi qu'un simple consommateur de voyage et qu'un simple boulimique de rencontres. Autrement dit, ouvrir son regard et s'enrichir surtout du regard des autres avant d'aller chez eux. On ne va pas refaire l'historique que vous avez fait, notamment dans vos livres, dont j'encourage vraiment la lecture. Mais moi, ce qui m'intéressait, ce serait de savoir aussi ce que vous ont appris les Mongols, parce que vous y avez fait un premier voyage, je crois, en 2001. Ensuite, vous avez marché des milliers de kilomètres dans des conditions plus ou moins spartiates. On reviendra aussi sur l'aspect très engagé que vous mettez dans votre vie en général, mais aussi dans le voyage. Je trouve que le voyage représente bien l'homme que vous êtes. Encore une fois, j'ai l'occasion de vous connaître un peu dans le privé, donc je sais que ça vous ressemble. Mais qu'est-ce que... Donc voilà, c'est ça, vous avez marché des milliers de kilomètres, et puis votre plus récent voyage, c'était 3 mois d'hiver, passé sous la yourte dans l'ouest de la Mongolie, avec une famille où vous avez appris un peu plus, vous êtes davantage ancré justement dans la culture nomade, en vous ancrant, parce que les nomades sont très ancrés, ça c'est aussi ce que vous dites beaucoup dans vos livres. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris et qu'est-ce qu'ils continuent de vous apprendre? Pour vous paraphraser, effectivement, mes premiers voyages étaient des voyages à pied de plusieurs mois, donc souvent des voyages de 6 mois qui s'étalaient sur 2000 ou 3000 kilomètres kilomètres que je parcourais à pied avec un cheval de bas durant l'été, avec mon Saint-Frusquin sur le dos aux autres saisons. Donc, avant même que les Mongols m'apprennent quelque chose, et Dieu sait qu'il serait prétentieux de dire euh, qu'une population vous a appris quelque chose, etc., ou qu'on a retenu un peu de leur sagesse, un peu de leur intelligence populaire, etc. Avant même que les Mongols m'apprennent quelque chose, c'est la géographie, c'est l'environnement de la Mongolie qui m'a appris quelque chose. Mon premier voyage était une longue traversée d'est en ouest du désert de Gobi, autrement dit dans sa plus large section.
Donc, ça a été 1000 km de désert à pied, ce qui était évidemment assez difficile, assez engagé. Et là, le jeune homme de 25 ou 26 ans que j'étais a dû faire une croix sur ses espérances, borner son ambition à survivre, borner son but à rejoindre un puits, espérer chaque jour que le lendemain sera moins difficile et la chose la plus compliquée dans ce genre de traversée, c'est qu'on se dit que le seul jour facile, finalement, c'est celui qu'on vient de vivre, alors que déjà, c'était une épreuve. Et donc ça, c'est un très bon enrichissement. Pour faire court, c'est une grande claque, une grande gifle pour le jeune homme que j'étais. Ça lui a mis les pieds sur terre, ça l'a ancré. Ça l'a aussi rendu un peu, ça lui a, voilà, ça lui a donné de la caisse, de l'épaisseur, quoi. C'est ce dont ont besoin tous les jeunes gens, se confronter à des difficultés pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose derrière chaque difficulté et que même si l'épreuve est pénible, la traversée, l'arrivée est satisfaisante, quoi. Ailleurs est meilleur que demain, répète-t-on souvent dans le milieu du voyage, et je pense que ça nous rapproche, le voyage peut nous rapprocher un peu de l'espérance chrétienne, c'est-à-dire tout le temps espérer, même dans les pires conditions. Et puis, on espère dans la solitude, et puisque vous posiez une question sur les Mongols, l'espérance aussi vous conduit vers l'autre nécessairement. Et là, vous découvrez, vous avez accès à une humanité qui est bouleversante, puisque mes premières rencontres qui se faisaient donc en 2001 en Mongolie se produisaient juste après un épisode climatique particulièrement difficile, ce qu'on appellerait une catastrophe naturelle. Une immense partie de la population pastorale était plongée dans une extrême pauvreté et dans la faim parce que leur bétail avait été fauché par l'hiver et le printemps qui s'éternisait. Je rencontrais donc des gens qui avaient faim, je rencontrais donc des gens qui avaient peu d'argent et qui malgré ça m'accueillaient, malgré ça me considéraient, malgré ça me nourrissaient, parfois même en se privant eux-mêmes d'un repas. Donc je parlais de mise sur pied d'installation du jeune homme que j'étais. Il est évident que le jeune occidental privilégié que j'étais alors a beaucoup appris de la fréquentation de ces gens simples. Maintenant, après 20 années de rencontres, de fréquentation, de voisinage des Mongols, ce qui me touche par-dessus tout, c'est leur résilience, leur capacité à rebondir dans l'épreuve, leur capacité même à non pas se plaindre d'une épreuve, mais à en tirer une fierté de sa traversée. Ça, c'est quelque chose qui est très enrichissant aussi. Quand j'ai passé l'hiver à travailler comme berger avec une famille nomade, je demandais régulièrement est-ce que ta vie est difficile? Et la plupart des gens en retiraient une fierté finalement de leur capacité à surmonter un hiver par moins 30 degrés, de leur capacité à faire traverser des paysages enneigés à leur bétail, et puis sans pour autant abandonner une vie sociale, des ambitions, une construction, etc. Donc tout ça vous forge, voilà. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un de bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de moins pire qu'avant. Et Dieu sait que je partais de bas. C'est l'avantage, c'est qu'au moins on ne peut pas descendre, on ne peut que monter. Voilà. Et la marche, pour ça, c'est quelque chose de très stimulant. C'est-à-dire que la marche, finalement, après l'expérience de la géographie, après l'expérience de l'humanité, la marche dans sa solitude est une expérience en tant que telle. La marche, c'est un reflet de l'existence. Certes, vous avancez, vous avez vos objectifs, vous devez mobiliser votre énergie et vos ambitions pour arriver quelque part, mais aussi, comme dans l'existence, de temps en temps, vous boitez, vous vous arrêtez, vous trébuchez. De temps en temps, vous avez à faire un choix, vous bifurquez, vous prenez telle piste plutôt que telle autre, exactement comme dans l'existence, on ferait un choix, on bifurque, et puis finalement, on s'est trompé. Alors on revient en arrière, etc. Et puis on repart dans l'existence, on se remet en marche. Et en cela, je trouve que le voyage à pied, partir
simplement avec son sac, simplement avec son envie de ne pas reculer, simplement avec l'envie farouche de garder la main sur son existence. Ça, pour un jeune homme de 25 ans, c'est assez fort, quoi. Voilà. Maintenant, soyons honnêtes, c'est aussi une expérience purement égoïste. C'est-à-dire que si j'avais été quelqu'un de généreux, je me serais engagé plutôt que 6 mois seul dans la steppe, dans des associations qui travaillaient pour les sans-abri, etc. Et là, ça aurait été une toute autre expérience, mais aussi plus partagée. Mais vous vous engagez aussi au quotidien, et c'est ce que vous avez dit aussi en début d'entretien. Mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur la marche, parce qu'évidemment, vous avez dressé un peu une forme d'allégorie de l'existence en mettant un pied devant l'autre sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Mais il y a un point quand même assez fondamental avec vous, c'est que vous partez en général avec peu, voire moins que rien. Et vous avez aussi une grande affection je sais, pour Théodore Monod, qui était l'ascète par excellence, qui était un immense intellectuel et qui a poursuivi ses méharrées jusqu'à ses 90 ans, je crois, même voire au-delà. Vous partez sans GPS, vous partez vous partez avec des cartes, bien sûr, et une boussole, mais vous partez vraiment avec... Enfin, l'épure est quand même votre bagage. Et je me demandais quel rapport vous entreteniez justement avec le matériel de façon générale. Et surtout, pourquoi cet ascétisme? Parce que vous parlez du jeune homme de 25 ans, mais je sais que l'homme moyen de 45 n'a pas trop bougé, intérieurement en tout cas. Euh, alors, pourquoi dire non à une technologie comme le GPS ou la balise ou le téléphone quand on part marcher? Tout d'abord parce qu'on en a très rarement besoin. Voilà. Euh, dans l'immense majorité des cas, pour s'orienter, une boussole et une carte suffisent. Voilà. Donc, sur les 7000 kilomètres que j'ai eu la chance de parcourir à pied en Mongolie, il est évident qu'il m'est arrivé de me tromper. Voilà. Comme de temps en temps, on s'égare dans l'existence. Ça n'empêche qu'on retrouve son chemin. Ça n'empêche qu'on redevient quelqu'un de bien, etc. Donc, très rares sont les fois où se perdre est fatal. Donc ça, c'est une première chose. Donc, si le GPS m'est utile une fois durant 6 mois de marche, c'est absurde. En revanche, je sais que si je l'ai avec moi, je vais le consulter régulièrement. Donc, mon regard va moins détailler le terrain, mon regard sera moins alerte pour essayer de décrypter la moindre courbe de terrain, le moindre zigzag de piste, etc., qui me permettent de me représenter l'espace et qui me permettent aussi, 20 ans après, de visualiser encore les paysages que j'ai traversés. Le GPS pourrait limiter cette immersion dans le paysage et cette captation des différents détails qui le constituent. Le GPS pourrait aussi m'inciter à toujours aller au plus court. Là où les courbures naturelles d'une colline, les vallons, les pistes, etc., qui zigzaguent, vous emmènent logiquement, naturellement, là où il faut aller, là même où passeraient les animaux. Le GPS, au contraire, vous indiquerait d'aller au plus court, tout droit, de manière certes plus efficace. Voilà. Je ne remplis pas une mission militaire, je traverse une région pour la comprendre. Voilà. La marche est un outil absolument merveilleux pour capter la géologie, la géographie physique, la géographie humaine. Voilà. Donc, avoir un GPS ne me serait pas utile, même au fin fond du désert de Gobi. Voilà. Au pire, j'aurais soif un jour ou deux de plus. Voilà. Et puis, comme disait un ami, au pire, Marc, tu meurs.
Voilà. Qu'est-ce que l'existence? Est-ce que l'existence des autres en serait changée? Pas forcément. Donc voilà, je pense qu'il faut tout simplement, je suis un peu extrême là, mais je pense qu'il faut tout simplement relativiser le caractère indispensable de certaines technologies. Quand on est sur le terrain, il faut croire en soi, il faut croire dans le terrain et il faut, s'il y a des gens, se porter à leur rencontre pour apprendre à s'orienter et puis également, évidemment, travailler, apprendre à utiliser sa boussole. Pourquoi ne pas avoir un téléphone pour donner des nouvelles à sa famille, pour éventuellement en prendre, partager la joie qu'on a face à un canyon qui s'ouvre devant vous, face à une plaine hantée par des milliers de têtes de bétail, etc. Tout simplement parce que quand on voyage, et ça l'avion nous le fait oublier, c'était moins le cas du train, c'était moins le cas du bateau, etc. Mais quand on voyage, c'est pour se projeter dans une autre réalité. Si vous restez en contact par Internet, si vous restez en contact par téléphone avec les vôtres, alors à ce moment-là, vous basculez moins dans tout ce que le voyage a potentiellement à vous apprendre. Voilà. Vous vous rendez moins accessible à l'autre. Une des richesses du voyage, c'est de se rendre fragile, c'est de se rendre accessible. Autrement dit, le voyageur solitaire ou alors le binôme de voyageurs qui se sent isolé en pleine nature, etc., aura besoin d'affection et se portera vers les habitants. Et comme ils se sentiront fragiles, ces deux voyageurs ou ce voyageur solitaire, alors à ce moment-là, ils aimeront leurs hôtes comme leur propre famille, comme leurs propres frères, leurs propres sœurs, etc. Si vous avez eu votre maman au téléphone juste avant, alors à ce moment-là, vous basculez un peu moins dans cette recherche d'affection et vous vous livrez moins. Voilà. Donc ça, c'est important. De même qu'il faut limiter l'accès, je pense, à tout ce qui culturellement vous rattache trop à votre société contemporaine. Bref, il faut essayer de faire corps avec le terrain, de s'imprégner de ces ambiances, de ces manières de faire, etc. Pourquoi appeler les siens au téléphone? Pourquoi se tenir au courant de l'actualité de votre pays plutôt que d'apprendre le vocabulaire et la langue locale, plutôt que d'essayer de comprendre les enjeux politiques du pays dans lequel vous êtes, etc. Donc voilà, en fait, c'est une simple démarche de simplicité. Ce n'est pas du tout par snobisme en disant moi, je n'ai pas besoin de GPS pour m'orienter, moi, je n'ai pas besoin de nouvelles de mes parents pour me sentir bien. Évidemment qu'il me manque, évidemment que je me sens perdu dans la steppe, mais tout cela fait partie de l'expérience du voyage. Voilà, l'aventure, ça doit être l'aventure, c'est par définition l'expérience qui est une rupture dans la routine quotidienne. Cette routine, elle est notamment fondée sur un accès à un confort, des relations sociales, etc. Il faut arriver à rompre tout ça, il faut arriver à basculer dans une autre temporalité, une autre manière de faire. Voilà, voilà quant à mon rapport au matériel. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup d'autres matériels. Hein. Ne faites pas de moi un asset qui chemine en soutane et en sandalettes. Je leur préfère des Rangers, mais voilà, je trouve qu'il y a un certain danger à emporter trop de technologie avec soi, surtout si elle vous relie à votre monde, au monde que vous avez quitté, ou si au contraire, elle vous sépare d'un cheminement plus simple et puis finalement de l'énergie qui est en vous. Avoir simplement sa boussole et sa carte, c'est aller chercher tout au fond de soi la capacité, la possibilité de dire, voilà, je choisis mon chemin, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur chemin, mais en tout cas, je vais tout faire pour m'en assurer. Et on avance pendant des jours. Et si on se trompe, on fait demi-tour, on prend, voilà. Et ça vous fait prendre conscience aussi de l'importance des décisions, de l'importance des gestes, voilà. Et puis ensuite, de manière plus fondamentale encore, tout dépend de vous. Voilà. Vous ne confiez nullement votre cheminement à quelqu'un ou à une machine. Voilà. Et en cela, c'est très constructeur, c'est très satisfaisant.
Pour quelle raison est-ce que c'est satisfaisant? Pourquoi est-ce que c'est constructeur? Qu'est-ce qui vous paraît Je crois fondamental que si, là-dedans? je crois que si, je crois que si on pouvait avoir des enfants en appuyant sur le bouton d'une machine, ça nous engagerait moins que de les faire finalement, que de les élever, voilà. C'est un peu le même principe, quoi. Voilà. Si vous devez votre certitude, votre assurance, votre sécurité à simplement une machine ou quelqu'un qui vous indique le chemin, alors la, la perception, la certitude que vous avez d'être fragile, d'être important en même temps et d'avoir une place dans ce monde, je pense que la perception n'est pas du tout la même. Voilà. Alors, chacun choisit ensuite. Moi, j'ai fait mon choix. Je ne prêche pas d'ailleurs, hein. Je donne simplement mon avis. Au-dessus de votre épaule droite, on voit la couverture de l'excellent livre de Joseph Kessel qui s'appelle Les Cavaliers. Je le disais tout à l'heure C'est pas pendant... mal, ouais, c'est pas mal. Je le disais tout à l'heure au début de notre entretien, vous avez écrit une magnifique biographie qui est aussi publiée chez Transboréal, comme beaucoup d'autres de vos livres. Qu'est-ce qui vous a donné la passion de cet homme que vous avez, je crois, rencontré suite à votre service militaire et il vous a accompagné, c'est ça, pendant votre premier voyage en Mongolie? Mais vous savez tout, c'est formidable. Mais vous pourriez faire les réponses. Je me contenterai de boire mon café et je vous regarderai, ce serait merveilleux. Oui, oui, j'étais durant mes classes, durant le service militaire au camp de Satori, et puis à l'issue d'un d'une magnifique séance de chant et de marche en rang serré. Nous attendions, comme c'est souvent le cas à l'armée, on court pour attendre, hein. Donc nous attendions les ordres suivants, et puis mon capitaine, un petit breton dont j'avais très peur, avait appris que je prévoyais l'année d'après de partir en Mongolie. Voilà. Et puis, il passe, il inspecte euh, si le cirage des rangers c'est bon, si notre petit doigt est sur la couture du treillis, si le béret est bien incliné, si nous sommes bien rasés, etc. Et puis, il arrive à mon niveau. Il me regarde intensément, les yeux dans les yeux. Bon, il faisait à peu près 1 mètre de moins que moi, mais j'en avais peur. Et puis je me dis, bon, qu'est-ce qu'il a à me fixer, quoi? Quel est le problème, quoi? Mon bouton, quelque chose. Et puis je le vois sortir de la poche de son treillis un livre qui était celui-ci, là. Il me le donne et il dit, allô, tu vas partir dans les steppes, tu n'as pas le droit de ne pas lire ce livre-là. Et il me le donne. Et puis, est-ce que c'est parce que moi-même, je suis fils de militaire que j'ai obéi? J'ai mis, comme il me leur donnait, les cavaliers de Kessel dans mon sac, et je l'ai lu et relu pendant 6 mois de marche dans le désert. 6 mois de marche à l'allure de la bougie parce que nous n'avions pas de lampe, 6 mois de marche au bivouac dans le vent parce que la tente avait été emportée par les tempêtes de neige. Bref, des conditions qui me plongeaient presque dans des paysages afghans. D'autant que l'ouest de la Mongolie est peuplé par des Kazakhs, des musulmans. Et il y avait finalement, je transposais une partie des scènes épiques décrites par Kessel avec ses chopendos, ses cavaliers afghans, dans les paysages mongols que je voyais dans l'Altaï. Et puis, chose encore plus forte, tout ce que j'ai lu dans ce voyage, je l'ai vécu à une moindre mesure, évidemment, parce que j'étais accompagné de mon ami d'enfance durant ces 6 premiers mois de marche en Mongolie. Mon ami que je connais depuis le cours préparatoire, avec qui j'étais plus intime même qu'avec mon propre frère. Et puis, ça a été 6 mois d'amitié très intense, 6 mois à avoir peur en même temps, 6 mois à nous ravir de ce que nous vivions, 6 mois à nous exalter de la force de notre binôme et de la puissance de notre amitié, 6 mois finalement à exalter, à vivre la religion de Kessel, à savoir l'amitié.
En découvrant l'œuvre de Kessel, j'ai découvert évidemment un personnage qui avait beaucoup vu, beaucoup vécu, fait l'amour, bu tous les alcools du monde, participé à des guerres, etc. J'ai aussi et surtout découvert un journaliste capable de s'intéresser aux autres, aux petites gens. J'ai découvert un homme humaniste, un homme qui avait une vision et une empathie pour l'autre. Voilà, c'est peut-être ce qui me touche le plus dans Kessel, sa capacité à, à voir en chacun sa part d'ombre et de lumière. Et Dieu sait que l'écriture, comme la marche, finalement, comme le voyage à pied seul dans la steppe, c'est une constante recherche de soi entre ces zones d'ombre et ces zones d'obscurité. Dans vos livres, il y a aussi de magnifiques, outre le côté aventureux, il y a quand même une dimension très importante qui est celui du fait de votre engagement, qui est quand même celui de la survie. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez vécu aussi au contact de personnes qui essayent de passer déjà le jour ou la semaine qui arrive et qui ne sont pas sûrs forcément d'y parvenir. Je me demandais quel était le rapport que vous entreteniez avec ces concepts d'aventure, de survie, mais il y a aussi de renaissance, parce que toutes les personnes frappées par le Dzud, par exemple, en 2001, les grands froids, les grandes tempêtes mongoles, en ont probablement rencontré d'autres, mais après cette tempête, elles ont continué d'avancer, elles ont continué de marcher, et je me demandais un petit peu comment est-ce que vous pensiez ces concepts-là qui sont aussi d'une certaine façon un peu à la mode. Par exemple, je pense à la survie. De plus en plus de personnes prétendent nous enseigner les rudiments de la survie. Euh, oui, alors moi, je ne prétends pas du tout avoir expérimenté des situations de survie en Mongolie. Je bénéficiais du matériel présent dans mon sac à dos qui repoussait les situations de survie assez loin de moi, même si le matériel restait très rudimentaire. Je pense qu'on est en situation de survie quand il n'y a plus grand-chose que sa simple volonté. Hein. Donc, moi, je faisais tout le temps appel à la volonté, mais je ne me suis. Si j'ai senti parfois la présence du danger, si j'ai expérimenté très souvent la peur, je n'ai jamais expérimenté la panique ou la peur extrême qui vous saisit quand vraiment la mort est au-dessus de votre épaule. Donc, je pense que les situations de survie, je n'y ai jamais été véritablement confronté. Voilà. En revanche, l'intérêt, l'attrait pour la survie, pour le survivalisme, etc., dit beaucoup de choses de notre société, de la manière que nous avons de détruire ce qui nous nourrit, d'incendier la maison qui nous héberge, euh, sans prendre conscience de ce que nous laisserons éventuellement à nos enfants. Je trouve que le survivalisme, qu'il soit critiquable ou non, je n'ai pas à donner de leçon, dit au moins beaucoup de choses de ce rapport finalement à l'avenir, qui est un rapport teinté d'un certain réalisme, qui est un rapport teinté de crainte aussi. Voilà. J'y vois ça, hein, de même que moi j'ai été élevé par un père militaire dans les années 80 où la crainte de l'URSS diminuait légèrement comparé aux années 70 où là aussi il y avait une forme de survivalisme qui se développait dans l'attente de la guerre nucléaire, dans l'attente de l'invasion russe, etc. Mais voilà, ces deux réactions épidermiques étaient nées de la crainte. Voilà, c'est vraiment ce que je lis là-dedans. Si ça peut, en revanche, inciter des gens
à se repencher, à s'intéresser à nouveau à la nature, aux petites ressources de la nature, comme les plantes, les champignons, tout un tas de choses, ça peut être intéressant dans le sens où il y a tout un pendant de ce mouvement survivaliste qui fait référence à ce qu'on appellerait une survie douce, voilà. Bien éloigné du concept paramilitaire de survie, quoi. Voilà. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, sans du tout, sans pour autant me sentir proche d'eux. Voilà. Mais l'attrait le succès le succès assez récent des stages de survie va de pair avec aussi une certaine désaffection des villes, hein, depuis la pandémie. On voit une désaffection ou plutôt un intérêt renaissant pour la vie à la campagne. Voilà. Est-ce que ça tient du même mouvement? Je l'ignore, mais en tout cas, ça m'interpelle de la même manière. Comment est-ce que vous avez vécu cette période justement de pandémie, vous, à titre individuel, où on a notamment pendant la première vague en France, parce que moi, nous parlons entre le Québec et la France, mais en France, on a énormément limité les mouvements. Je crois que c'était un rayon d'1 ou 2 kilomètres pendant une heure par jour. Je me demandais comment est-ce que vous avez pu traverser cette période quand même très difficile et pour beaucoup de gens. Est-ce que c'est outre votre volonté, est-ce que la discipline que vous imposez aussi vous a permis de traverser cette période? Euh, de manière très personnelle, je me souviens, effectivement, avec ma femme, nous faisions un point. Je crois que à 2 ou 3 reprises, nous nous sommes dit que nous avions peur de la maladie. Voilà. Et ça a duré quelques heures, quoi, à chaque fois, où je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis très vite, l'envie de faire face finalement, qui est servie aussi. Il faut être conscient de la chance qu'on a, hein. J'ai la chance pour l'instant d'avoir une bonne santé, de ne pas avoir d'inquiétude de ce côté-là. Donc ça aide beaucoup à finalement avoir du courage, voilà, quand on n'a pas de soucis de santé. Donc ça, faut en être conscient. Mais finalement, à part ces 2 ou 3 fois-là au tout début, je me suis absolument refusé à ne pas sortir. Je me suis absolument refusé à céder à la panique et surtout, je me suis forcé à ne pas me fermer aux autres, ne pas me fermer non plus à l'actualité. Beaucoup de gens ont saturé et ont éteint finalement leur poste de radio, ont cessé de lire les journaux, etc., parce que ça les faisait basculer effectivement dans une certaine crainte. J'ai continué de m'informer, j'ai continué de travailler, j'ai continué de faire du sport quotidiennement finalement, comme si enfermé dans une cellule, le prisonnier était capable de mener une réflexion, de continuer de faire du sport, de s'entretenir et finalement de faire vivre dans sa pièce de quelques mètres carrés le monde. Avec le recul, ce qui m'inquiète le plus, c'est quand même l'accoutumance sécuritaire. C'est quand même la manière avec laquelle on s'est servi du levier de la peur pour resserrer les libertés, pour diminuer le droit de circulation. Et on s'aperçoit effectivement avec cette pandémie que le droit de circulation est quelque chose d'absolument fondamental. Et ça rejoint peut-être la notion de voyage, hein. Le tourisme a énormément d'aspects critiquables, peut être parfaitement dénigré à juste titre pour plein de raisons, mais il est vrai que la liberté de circulation des êtres est quelque chose qui, on s'en est aperçu, est absolument indispensable. Ce qui m'inquiète,
avec cette accoutumance sécuritaire, c'est la manière avec laquelle le dialogue démocratique s'est figé, presque a disparu, s'est interrompu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me dérange. Évidemment, évidemment, c'est lié aux mesures prises pour lutter contre le Covid, mais on sent aussi qu'il y a une montée de la haine au sein de la société, enfin de diverses haines au sein de la société. Et ça, c'est vraiment quelque chose. On sent des tensions en travail en ce moment dans la société, des tensions qui étaient apparues des tensions sociales qui étaient apparues bien avant la pandémie, mais que la pandémie a étouffé puis fait ressurgir. Voilà, il y a vraiment un tonneau de la haine, je pense, et de l'inquiétude, de la peur qui est en ébullition en ce moment. Et c'est assez inquiétant. Voilà. Donc sur un plan personnel, pas impacté du tout. Sinon, évidemment, sur un plan professionnel, parce que les choses sont difficiles pour la petite maison d'édition Transboréal pour laquelle je travaille. Mais, mais dans ma construction, etc., personnelle, intime, nullement ébranlé. Voilà. Je me fais en revanche beaucoup plus d'inquiétude pour les jeunes générations qui grandissent avec ces mesures sécuritaires. Voilà. Et pour qui ces mesures vont devenir une norme, une base, alors que pour nous, elles tiennent déjà de l'extrême. Vous avez fait des études d'archéologie pendant des années aussi, et je me posais la question Dans une autre vie, oui. dans, dans dans une de vos vies précédentes, mais je me demandais si ou peut-être que vous vous en gardez d'ailleurs, mais est-ce que vous faites des parallèles entre la situation que l'on peut vivre, on va dire évidemment avec ce point d'orgue de la pandémie, mais disons ces 10 dernières années, par exemple, avec des périodes historiques peut-être à laquelle vous pourriez penser. Et est-ce que vous faites aussi un parallèle entre la Mongolie et la France? Parce que je sais que vous gardez des liens très étroits avec beaucoup de personnes mongoles en Mongolie et même ici en France, parce qu'elles aussi ont été frappées par la pandémie avec des mesures assez drastiques. Est-ce que ce sont des choses que vous faites, et à quelle période, s'il y en a une, à quelle période est-ce que vous penseriez ou vous pensez en ce moment? Euh, non, en fait, pour moi, l'archéologie était une possibilité d'accéder euh, à des sociétés dans lesquelles l'écriture n'existait pas, et pour lesquelles finalement le sédiment et les objets laissés en terre étaient ou prenaient la place des sources écrites. L'archéologie était une possibilité également pour les sociétés qui possédaient l'écriture d'accéder à des domaines qui n'étaient pas traités par les textes, par les livres, par les parchemins, etc. Donc finalement, l'archéologie, c'était surtout pour moi une plongée dans la vie quotidienne plus qu'une réflexion sur le passé. Voilà. L'archéologie, pour moi, c'était une possibilité de donner corps au mode de vie et du coup éventuellement au mode de pensée, aux émotions de gens qu'un millier d'années ou 500 ans ou 2000 ans qui étaient séparés de moi par quelques siècles ou quelques millénaires. De manière plus métaphorique, cette discipline m'a appris, comme la nature, finalement, comme le voyage en nature, m'a appris la patience. Vous êtes sur votre mètre carré de sédiments, de tessons, d'éclats, de silex, etc. Et vous allez y rester des jours et des jours sans voir autre chose que ces éclats de bouteilles, cette poterie fragmentée, etc. Vous n'allez rien voir que ça, mais à travers ça, vous allez voir la société entière que vous étudiez. Et finalement, à travers l'étude de la Mongolie, après 20 ans, c'est un regard sur l'humanité que j'essaie de porter pour mieux la comprendre. Et finalement, vous avez raison de mettre
ces deux pays, mon pays de naissance et mon pays d'adoption, en regard, puisque ma manière d'étudier la Mongolie m'aide à prendre du recul sur ma propre société. La période est au tweet, la période est à la dispersion, au zapping, etc. Moi, j'ai décidé au contraire de m'ancrer, voilà, de jeter l'ancre dans un pays et, à défaut de tout en connaître, de m'intéresser à tout. Voilà. Et c'est aussi une des spécificités de l'archéologie. L'archéologie n'est pas une technique en tant que telle, c'est le carrefour d'une multitude de techniques. Le biologiste, le géologue, l'historien, le spécialiste de poterie, la personne qui sera capable de dater des ossements, l'anthropologue funéraire, tous ont une place dans ce carrefour qu'est l'archéologie. Et j'essaie finalement de faire de ma passion mongole une archéologie, dans le sens où je ne, je ne me dis pas anthropologue, je ne me dis pas journaliste. Finalement, je me dis simplement voyageur et passionné, et puis je vais d'un thème à l'autre. Ici, où un jour je lirai sur la gastronomie, sur les techniques de cuisson des Mongols au XIIIe siècle. Le lendemain, je lirai un ouvrage sur les enjeux de l'exploitation des ressources minières en Mongolie dans les années 2000, puis le surlendemain sur la géopolitique. J'essaie finalement de m'intéresser à tout pour forger un semblant de connaissance encyclopédique. Voilà. J'essaie moins finalement de comprendre un sujet absolument que la manière qu'ont ces gens, qu'ont les Mongols, d'exister, de se revendiquer mongols. Voilà. Et en étudiant une culture qui n'est pas la vôtre, en essayant de l'étudier à fond, vous butez parfois sur des incompréhensions, sur des éléments qui vous paraissent parfaitement illogiques selon votre propre regard, incompris en raison de votre propre regard, lui-même formaté. Finalement, étudier une culture à fond, c'est aussi prendre du recul sur la vôtre, étudier la vôtre. Voilà. Mes voyages en Mongolie ne sont restés que des voyages, que des séjours. Je ne souhaite pas m'y installer dans le sens où le balancement physique d'est en ouest de mon corps et de mon cerveau chaque matin lorsque je remplace la prière quotidienne par l'étude, ce balancement, c'est aussi un balancement intellectuel. C'est finalement la recherche de l'équilibre comme une balance entre deux poids, la recherche du juste milieu, essayer de me construire non pas seulement à partir d'une référence, la française, ne pas seulement ressentir qu'une chose, la Mongolie, mais voilà, essayer d'enrichir les deux. On dit souvent le voyageur fait le tour du monde pour revenir chez soi, effectivement. Voilà. Alors, certains diront, bon, ben, si c'est pour revenir chez soi, autant y rester, c'est inutile, sauf que le voyageur, s'il est curieux, s'il a suffisamment d'espace dans son cœur pour y faire rentrer l'autre, alors à ce moment-là, il rapporte une partie de ce qu'il a vu. Il ramène une partie de l'autre chez lui et finalement, il ensemence sa propre société. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une forme d'orgueil à dire qu'on avait retenu une philosophie ou une, Ouais, bah, vous voyez, Euh, je n'en ai retenu aucune. non, plus sérieusement, je me demandais quand même que, avec les contacts que vous avez très fréquents avec les Mongols pendant cette période de pandémie, est-ce que vous avez ressenti une proximité de ressenti, justement, entre ce que vivaient vos amis mongols et ce que vous viviez, vous, en France, et puis avec vos amis en France? Et est-ce qu'il y a des choses que vous vous êtes dit que nous aurions peut-être intérêt à aller piocher, par exemple, dans la culture mongole pour peut-être nous fortifier un peu intérieurement ou même des pratiques, je ne sais pas, politiques ou autres? Euh, Bah, au début de la pandémie, les Mongols conseillaient à leurs concitoyens de manger de la viande, voilà, parce que ça protégeait du virus. Voilà. Pourquoi?
parce que les animaux mongols pâturent et finalement, à travers l'herbe, ils captent l'énergie, les substances, toute la richesse et finalement tout ce qu'il y a de mongol dans la terre mongole. Et en mangeant évidemment ces animaux, la viande des animaux, les Mongols récupèrent toute l'énergie de la terre. Voilà. En dehors de l'anecdote amusante, ils en arrivent au vaccin, ils en arrivent finalement comme nous à une médecine allopathique, etc. Ce qu'il y avait de touchant dans ce que me disaient les éleveurs, les gens à la campagne avec qui j'étais en contact de temps en temps par Messenger, c'est que eux se contrefoutaient complètement à la campagne du vaccin. Les éleveurs avec qui j'étais en contact, eux, étaient suffisamment éloignés dans leur campement pour ne pas craindre grand-chose. Voilà. Ça, c'était au début. Il semble, au fil des mois, quand même, que une certaine peur se soit installée. Et puis à Oulan-Bator, qui regroupe quasiment la moitié de la population du pays, donc une grosse partie du pays, il y a quand même une véritable inquiétude, une fermeture, voilà. Difficile ensuite, à distance, de cerner exactement comment ça se passe là-bas, de prendre le pouls, la température. Donc ça, c'est assez difficile, hein. On échange de temps en temps avec des amis, mais je vous avouerai que, eux vous avoueraient qu'ils en ont aussi assez et ils ont envie de parler d'autre chose que de Covid-19. Voilà. Donc, est-ce qu'ils auraient quelque chose à nous apprendre ? Certainement et réciproquement. Voilà. Je me méfie du discours selon lequel les populations dites traditionnelles ou dites autochtones ou ces populations qu'on appelle parfois de peuples premiers, je peine à comprendre ce que ça signifie exactement. Je me méfie de ces discours selon lesquels ces populations auraient 1000 choses à nous apprendre et nous aucune. Voilà. Alors, ça n'est pas du tout pour les déconsidérer, c'est que généralement, ce discours est baigné d'exotisme, ce discours est baigné d'un certain idéalisme et surtout, généralement, ce discours est complètement dénué de toute connaissance du terrain. Voilà. Comme si finalement ces populations avaient parfaitement échappé à la modernisation, au progrès. On oublie alors dans ce cas que la Mongolie est traversée par toutes les influences russes et chinoises depuis des siècles. On oublie que la Mongolie et d'autres populations, mais d'Asie centrale, ont fait l'expérience du socialisme à la soviétique pendant 7 décennies, des années 20 aux années 90, et finalement que ces gens ne sont pas si éloignés de notre manière de penser ou parfois même de notre rapport à l'environnement que nous voulons bien le penser. Ensuite, concrètement, quand on séjourne auprès des Mongols, on s'aperçoit, ou auprès des Mongols des campagnes, hein, on s'aperçoit quand même que ce sont des gens qui ont une résistance, qui ont une joie de vivre phénoménale, même dans l'effort, même dans la difficulté, etc. On s'aperçoit que ce sont des gens qui ont une capacité à saisir l'occasion quand elle passe, à subitement tout laisser tomber pour, hop, prendre un train et puis aller vendre des carottes en Ukraine, subitement acheter 1000 paires de chaussettes chinoises et les revendre le lendemain, etc. Voilà, une capacité à faire preuve d'inventivité, d'adaptation. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment stupéfiant quand on vient de France ou d'Occident, où généralement les choses se construisent dans le temps, se développent à force de réflexion et de planification. Vous êtes éditeur et puis vous êtes aussi, du coup, un grand lecteur et je me demandais quel entretien enfin, quelle était la nature de votre relation avec la lecture et la littérature. Je me demandais ce que vous aimiez lire quand vous ne lisez pas sur la Mongolie, parce que vous lisez sur beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'exercice de la lecture et qu'est-ce que vous aimez dans les livres? Alors, puisque vous me posez une question sur un autre sujet que la Mongolie, je vais revenir à la Mongolie. Je vais faire comme Georges Marchais qui ne répondait pas aux questions, mais qui disait oui, mais c'est ma réponse. Tout d'abord, la lecture par le biais de ma passion mongole. Comme je l'ai dit, la force d'avoir une passion, c'est qu'elle vous mène sur des chemins
auxquelles la vie ou auxquelles votre éducation, votre enfance ou votre passé ne vous destinait pas forcément. Jamais, à 25 ans, je n'aurais pensé lire de la poésie. Jamais non plus, je n'aurais pensé lire des traités de sociologie, lire des ouvrages sur la politique, sur l'exploitation minière, sur l'orpaillage, etc. Jamais je n'aurais pensé lire la littérature d'un pays aussi lointain que la Mongolie. Jamais je n'aurais pensé écouter de la variété. Jamais je n'aurais pensé écouter finalement autant de musique dite traditionnelle, des opéras, etc. Donc la lecture est finalement un outil merveilleux grâce à ma passion pour la Mongolie pour m'ouvrir. Finalement, la Mongolie, c'est le pied de biche qui a fait sauter l'espèce de coffre-fort blindé que j'étais et qui a permis à la lumière de rentrer un petit peu dans ce bloc. Ensuite, évidemment, en tant qu'éditeur et libraire de voyage, j'apprécie, j'aime me nourrir de toutes les littératures du monde. Par le choix radical que j'ai fait de ne plus voyager qu'en Mongolie, je me prive de la découverte de 1000 autres horizons, mais ça ne me dérange pas. Et la littérature est là pour, d'une certaine manière, me consoler. Lire Kolohan le chilien, lire Yashar Kemal le turc, lire ici un auteur polonais, là espagnol, etc., a la capacité à me plonger, à me projeter dans leur réalité. Voilà. Ça, c'est une capacité. Pour moi, la lecture est la corde qui permet à l'évadé de sortir de prison. Voilà. C'est l'outil pour sortir de soi, pour sortir de sa condition, de sa ville, pour sauter le muret. Voilà. La lecture, pour moi, c'est ça. La lecture, c'est aussi le somnifère le soir. Voilà. Rien de tel que de se mettre au lit avec un livre pas trop lourd que vous retrouverez à un moment de la nuit posé sur votre nez. Voilà. J'apprécie, ça paraît vulgaire de dire que les livres m'aident à dormir, mais en fait, j'emmène les héros dans mon sommeil. M'endormir avec les Cavaliers de Kessel ou avec Terre des Hommes de Saint-Exupéry, ou en ce moment je suis en train de lire un Henri de Montfred sur la mer Rouge, c'est ensuite m'assurer la proximité, presque l'amitié du héros et finalement partir en voyage nocturne avec lui. Ça, c'est un luxe phénoménal. Et puis ensuite, la lecture, ça a été aussi pour moi une période importante vers les 25 ans, quand je commençais enfin de me construire. Avant, j'étais un adolescent attardé. Ça a été une possibilité de m'ouvrir à un champ sémantique et à d'autres modes de pensée. Voilà, j'étais né dans des quartiers populaires du nord-est parisien et mon champ lexical, ma pensée réduite me cantonnait à une vie quotidienne qui ne me satisfaisait pas du tout. Et la lecture m'a énormément aidé à m'ouvrir. Vraiment, ça a été pour moi une fenêtre. Ouvrir un livre, c'est ouvrir une fenêtre. Hein. C'est accéder à un monde, c'est faire entrer la lumière, les pensées de l'autre en soi. Et, et l'écriture, parce que vous lisez beaucoup, mais vous écrivez aussi beaucoup. Mais comment est-ce qu'on... D'où nous vient cette... je dis nous parce que je disais en début, je suis aussi auteur, vous êtes mon éditeur, mais d'où nous vient cette... enfin, d'où vous vient à vous cette outrecuidance de vouloir écrire alors que Kessel est passé avant vous, que Monfred est passé avant vous, que tant d'autres auteurs, femmes et hommes, sont passés avant vous? Alors, tout d'abord, écrire, ça n'est pas nécessairement vouloir faire comme ou vouloir se comparer à. Écrire, pour moi, a été, au retour de mon premier voyage, une possibilité de conjurer la nostalgie que le retour faisait naître en moi. L'écriture a été le moyen de revivre une seconde fois et une dernière fois le voyage, puisqu'en écrivant, on tourne la page. L'écriture est une digestion, finalement, de ce qu'on a vécu.
Donc moi, je n'ai jamais abordé l'écriture comme pourrait le faire un romancier par la fiction. Je n'ai fait que raconter de petites historiettes. Je n'ai fait que raconter mes voyages pour finalement les revivre. Et comme j'avais auparavant lu tout ce qui s'était écrit en termes de littérature de voyage sur la Mongolie, je n'ai pas eu à cœur de faire une œuvre de répétition. Donc j'ai nourri ce récit de marche, de traversée de la Mongolie à pied, je l'ai nourri d'éléments historiques, d'éléments culturels, géographiques, qui ont fait de ce premier texte imparfait un témoignage permettant au lecteur de se plonger dans la réalité mongole. C'est bien plus tard, quelques livres après, que j'ai eu vraiment l'impression de commencer de cerner l'écriture, de commencer de maîtriser absolument mon texte. Et là, ça a été merveilleux parce je me suis aperçu que l'écriture était vraiment une possibilité merveilleuse de poser des mots justes sur mes pensées et finalement de mettre de l'ordre en moi. Voilà. L'écriture, d'une certaine manière, c'est remettre les choses à leur place. L'écriture est donc plutôt qu'une conclusion, un cheminement. Voilà. On a beau travailler, mûrir son plan, ses idées, l'écriture est ensuite une transformation, une métamorphose, hein, sans faire du Gary. L'écriture est véritablement une transformation et un accouchement progressif. Donc, on ne ressort pas complètement pareil de l'écriture d'un essai ou d'un roman. Mais voilà. On va arriver au terme de notre discussion et la dernière question aussi qu'on pose à tous les invités, c'est qu'est-ce qui continue de vous faire marcher? Qu'est-ce qui continue de vous faire vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive, pardon? Qu'est-ce qui vous nourrit? Peut-être on se disait que ça pouvait être aussi un bon moyen pour les personnes qui pourraient écouter cet entretien, bah, ça pourrait leur donner des idées de lecture, de paysages, voilà. Alors, il y a malgré toutes les réflexions qu'on peut mener sur soi, malgré les études ou les séances de psychothérapie qu'on pourrait mener, ou les expériences qu'on pourrait mener sur soi, il y a parfois des émotions inexplicables. Moi, je sais que je ressens en moi depuis 20-25 ans une flamme en moi qui ne s'éteint jamais. Elle ne s'éteint jamais. La raison pour laquelle elle ne s'éteint jamais, je vous avouerai, je l'ignore. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque jour, ce foyer, ce brasier, je l'alimente. C'est un feu qui est glouton, c'est un feu qui est affamé. Je le nourris de vie, je le nourris de rencontres, je le nourris de connaissances. Et plus je le nourris, plus il prend de la force. Voilà. C'est cette faim de vie, faim F-A-I-M, cet appétit de vivre, cet appétit de connaissance, cet appétit de rencontre. Les rencontres sont véritablement pour moi le sel de l'existence, et une des joies de l'écriture est de susciter des rencontres, des discussions, des confrontations, des amitiés, etc. Cet appétit de vivre est vraiment ce qui, chaque matin, me fait poser le pied tôt et de manière volontaire. Voilà. Régulièrement, cet appétit, je le tempère par des lectures de gens comme Théodore Monod, que vous évoquiez au début. Théodore Monod, je l'ai découvert à l'adolescence, vers 16 ans. Ça a été pour moi une révélation, puisque jusqu'à présent, on me disait qu'une personne est un intellectuel ou un physique, un sportif. Et Théodore Monod, sans être un sportif, avait l'âme d'un marathonien.
mais aussi et surtout, c'était un scientifique, un naturaliste, un explorateur. Et puis, c'est donc quelqu'un qui arrivait à résister à la rugosité du terrain et en même temps à l'âpreté de l'étude, de l'écriture, de la lecture, etc. C'était à la fois le spartiate et l'intellectuel. C'était poser dans ce corps et une érudition et une vision humaniste. C'était une capacité à décrire la spiritualité qui est difficile à cerner, mais aussi la construction d'un désert avec des mots simples. C'est quelqu'un qui était capable de parler à des gens de 16 ans comme à des gens de 90 ans, avec une simplicité et une honnêteté forgées sous le soleil du désert. Ce genre de personnes, ce genre de personnalité, comme Saint-Exupéry par exemple, ou dans un tout autre champ comme Joseph Kessel, sont des gens qui illuminent mon horizon. Voilà. Je ne cherche pas du tout à les ressembler, mais il est vrai qu'être éduqué à l'admiration de ces gens-là vous aide dans les périodes de flou, dans les contextes chaotiques comme celui que nous traversons, à garder un objectif, une ambition, un horizon. Voilà. Je pense que une des choses manquantes vraiment dans ces temps-ci, c'est l'absence d'horizon. On voit à quel point le fait de définir une date, le 17 mai, le 9 juin, etc., est important aux gens, mais ce sont des horizons si brefs que finalement, comme un achat dans un magasin, sont vite oubliés et ne construisent pas votre vie. Voilà. Et pour revenir à votre question, j'essaie donc chaque jour de donner une certaine mesure à mon existence en allant chercher, en allant travailler, en allant me construire, etc. Intellectuellement et physiquement, en me soumettant à une discipline. Je pense que la discipline est plus libératoire que contraignante quand c'est de l'autodiscipline. Et donc, donner une autre mesure à mon existence et en même temps se rappeler ces mots justement de Théodore Monod, puisqu'on en parlait, lors d'une discussion, il comparait, où on lui demandait quelle est la différence entre les animaux et les hommes, et lui disait que les animaux n'ont pas la prétention, comme l'homme, de se croire le roi des animaux. Voilà, je pense que chaque matin, il faut se rappeler ce genre de maxime de manière à rester à sa place sans être inactif. Ben, on vous souhaite une fin la plus longue possible, mais que vous pourriez nourrir un petit peu pour continuer de nous permettre de voyager aussi à travers vos livres. Merci beaucoup, Marc, pour ce temps Merci passé à vous. ensemble. Merci à vous. Et puis à bientôt. Avec plaisir.